Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Parole libre pour l'AFPOLS que nous mettons donc en ligne comme les autres, et nous sommes très heureux de recevoir le tout nouveau président de la LJT, élu au printemps dernier, acteur de longue date du logement social. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont reconnu sur notre écran, acteur aussi du monde associatif, Pascal Van Letten. Bienvenue pour ce Parole libre. Et nous allons parler avec vous donc du logement des jeunes en Île-de-France, puisque c'est une priorité même assez urgente dans la région. On va y revenir et peut-être prendre des comparaisons avec le niveau national. Avec vous, Pascal Van Letten, je rappelle que vous étiez auparavant le directeur général de Séquence, le groupe Action Logement, donc une très bonne connaissance de ce milieu, et qu'également vous êtes le président de l'association francilienne d'insertion par le logement. Est-ce qu'on peut d'abord donner une approche nationale du logement des jeunes, ne serait-ce que pour montrer à quel point, Pascal Van Letten, les jeunes en Île-de-France représentent une population bien spécifique? Oui, alors, déjà, moi je suis ravi de parler du logement des jeunes, car c'est pas dans l'opinion publique ce qui est le plus connu. On parle beaucoup du logement des personnes précaires, on parle aussi des personnes âgées, mais pour les jeunes, en fait, c'est assez mal connu. Alors de qui parle-t-on quand on parle des jeunes? Parce que ça recouvre une population qui est quand même assez vaste. Il y a environ 12 millions de personnes qui en France sont âgées entre 15 et 29 ans. Et ce vocable de jeunes en fait recouvre des situations qui sont très très différentes. À la fois sont des jeunes salariés, des apprentis, ça peut être des étudiants ou encore même des jeunes qui sont orientés par les CIAO, donc des personnes qui sont généralement sorties d'aide sociale à l'enfance. Donc ce sont des situations tout à fait diverses. Et puis, qui dit jeune dit un moment de rupture dans une vie entre l'enfance ou la post-adolescence et puis une majorité, donc une acquisition progressive à l'autonomie, et c'est l'accompagnement dans cette transition qu'il nous appartient de prendre en compte quand nous gérons, comme la LJT ou d'autres organismes, que nous gérons des types d'établissements. Alors pour mémoire, la LJT, justement, logement des jeunes travailleurs, ça c'est sa vocation initiale, des jeunes travailleurs et étudiants, et on y viendra sans doute encore élargi maintenant, une nouvelle vocation peut-être aux familles monoparentales ou aux jeunes en mobilité. Enfin, vous faites des distinctions sur lesquelles on peut revenir. D'ailleurs, c'est assez repérable dans le sigle lorsque l'on va sur votre site. Si l'on répartit cette population, combien d'étudiants par exemple, en pourcentage? Au niveau national, il y a 2,5 millions d'étudiants, dont 1,5 million cherchent un logement tous les ans. Donc c'est quand même... Alors ça, c'est au niveau national, et en Île-de-France, on est à peu près sur 1 million de demandeurs sur la région, au niveau étudiant. C'est un point très sensible, puisqu'on voit l'importance des demandeurs, et l'offre est relativement restreinte. Si on fait un focus sur ce segment étudiant, il y en a 12% qui résident dans des résidences universitaires ou résidences étudiantes. Et dans ces 12%, seulement 8 sur les 12 relèvent du logement social, donc avec des loyers maîtrisés. Donc pour le reste, les 88% restants, eh bien, ils ne trouvent pas de logement spécialisé. Donc, ça donne une idée, oui, de la difficulté qu'ont les jeunes à se loger. C'est un phénomène assez connu. Ouais. En fait, on est allé quand même regarder. Alors, c'est une étude qui a été réalisée l'année dernière pour la Fédération des ESH, qui donne ces chiffres-là. Pour donc les restants, 60% trouvent un logement dans le parc privé. Donc à des conditions malheureusement de loyer qui sont, et peut-être même de confort, une qualité d'habitat qui est peut-être pas tout à fait identique, mais surtout des loyers beaucoup plus chers, et 40% retournent ou restent chez les parents. Ce qui, on va peut-être y revenir, peut peser assez fortement sur la vie professionnelle, même sur la formation, on va en reparler. Donc les étudiants, qui chez vous, donc c'est à peu près quoi, un quart des jeunes que vous accueillez à la LJT? Oui, c'est un petit peu moins, c'est un peu moins de 20% aujourd'hui, mais les résidences étudiantes étant en volume
plus important que les foyers de jeunes travailleurs, cet écart a tendance à diminuer dès que l'on ouvre une résidence étudiante, bien sûr. Les jeunes travailleurs sont encore les plus nombreux, notamment à la LJT. Oui, là, absolument. On arrive sur l'Île-de-France. Oui, ces jeunes travailleurs, les résidences pour jeunes travailleurs sont les plus nombreuses. Alors, c'est le produit, je dirais, d'origine. La LJT une origine qui remonte à 1956, donc on est dans la 67e année, et à l'époque c'était vraiment le foyer de jeunes travailleurs qui était le produit phare. Alors le foyer de jeunes travailleurs relève d'une réglementation un petit peu différente, ce n'est pas qu'une résidence sociale, c'est aussi une résidence sociale, mais elle relève aussi des établissements sociaux et médico-sociaux, ce qui renvoie à une réglementation et des obligations qui sont un peu différentes, notamment dans le domaine de l'accompagnement. Et puis il y a une troisième population, peut-être qu'on y pense moins, c'est ce que vous appelez les jeunes en mobilité, sont en général plus âgés. Ils ont déjà un emploi, voire parfois un deuxième emploi, et des durées de séjour un peu différentes. Oui, alors on a un peu serré les sujets. Les résidences pour jeunes actifs donc s'adressent à une population qui est un peu plus âgée, si ce terme peut être utilisé. Donc c'est plutôt 26 à 32 ans pour les FJT. Chez nous, à la LJT, on limite à 26 ans l'âge limite pour les FJT, donc ce qui nous permet de pouvoir... Il y a des transferts possibles d'ailleurs d'un FJT à un foyer pour jeunes actifs. Comment dire, c'est un produit qui ressemble en termes de qualité, d'habitat, de services qui sont rendus. À la différence près, c'est de l'accompagnement. Encore que, à la LJT, mais on y reviendra tout à l'heure, on est très sensible à l'accompagnement et on ne le limite pas, celui-ci, uniquement aux foyers de jeunes travailleurs. Alors restons encore un peu justement sur ces données un peu sociales et même socio-économiques. Ce sont évidemment très souvent des populations relativement précaires ou en tout cas peu fortunées. Là je parle de l'ensemble de ceux qui viennent dans votre association, enfin que vous avez à loger. Des situations quand même assez différentes. Les plus isolés sont les jeunes travailleurs justement parce que souvent ils sont pas forcément nés dans la région. Non, ça peut être le cas des étudiants aussi. Mais... Alors on a un phénomène, bien évidemment, je parlais tout à l'heure de la transition entre l'âge de la post-adolescence à l'âge adulte. Quitter le foyer familial pour soit trouver un premier emploi, soit entamer des études, c'est pas toujours à côté de chez soi. Et donc du coup, on retrouvera beaucoup de possibilités d'accueil dans les métropoles, et en particulier en région Île-de-France, qui est celle que je connais le mieux, donc je ne sous-estime pas les autres, mais ce que je connais mieux. Donc ces personnes qui sont en situation, qui commencent leur vie, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui présentent tous, ça c'est un point commun de l'ensemble des populations qu'on évoquait tout à l'heure, c'est une forme de fragilité et une demande de logement. Voilà, s'ils ont deux points communs, c'est celui-là. Et cette fragilité, en fait, elle ne fait que s'accroître. Et la précarité est de plus en plus forte. Et la tension des logements est de plus en plus forte elle-même, notamment en région de métropole, ce qui fait qu'on a un effet ciseau qui est assez tragique pour ces jeunes qui ont du mal à trouver un logement non seulement de qualité, mais aussi à un prix qui est acceptable pour eux. Le poste loyer étant le premier poste de dépense pour eux. Ça reste le premier poste de dépense. Combien de studios, de logements mettez-vous à disposition actuellement ? Là, nous sommes en 2023. À la LJT ? Oui. Ou au total ? À la LJT. À la LJT, on a 9000 logements et on accueille 12 000 personnes. D'accord. Et alors, ce qui est très important, mais je crois qu'ici, à la FOL, on a eu l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises avec des invités différents, c'est la notion de service, vous l'avez déjà mentionné, et qui est réellement une des valeurs, enfin en tout cas pour la LJT, qui accompagne la mise à disposition du logement. Oui, alors il y a le logement, il y a le toit et puis les services qui sont liés, le chauffage, enfin mais on a également tout un panel de services et d'activités socio-éducatives, puisque une de nos ambitions, un des enjeux concernant ces populations-là, c'est le développement, l'acquisition ou le développement de l'autonomie.
Et c'est à travers des activités culturelles, les activités liées à l'information, sur la santé, sur la citoyenneté, que l'on est à même de leur apporter des éléments de réflexion et de compréhension de notre système de vie sociale. Alors, question que nous avons déjà posée, Pascal Van Lethem, je le disais, à d'autres invités, mais ça fait partie du travail du bailleur, ou en l'occurrence d'une association comme la vôtre, qui met à disposition des logements, où c'est quand même quelque chose qui a pris de l'ampleur, cette idée de service, d'accompagnement aussi. Alors, oui, comment vous le jugez en tant que président de l'association qui venait d'arriver en plus et qui mettait vraiment cette priorité de développer ce logement des jeunes, cette notion de service est absolument indispensable. Alors, oui, elle est totalement indispensable. Y compris dans les termes éducatifs que vous mentionnez en fait. Oui, tout à fait. Oui. Elle est, donc, ce sont des propositions qui sont faites. Nos directeurs d'établissement sont très actifs. Ils ont d'ailleurs avec eux des équipes professionnelles qui s'occupent des jeunes, qui portent une information régulière sur des manifestations, des présentations, des réceptions d'invités qui vont pouvoir leur parler de tel ou tel sujet. Là, par exemple, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de sobriété énergétique, compte tenu de la flambée des prix. On y reviendra probablement tout à l'heure. On a tout un travail de sensibilisation pour leur donner quelques clés pour être un peu plus économe dans la prise des douches, le respect des 19 degrés. Voilà. Certains peuvent avoir tendance à aller chercher des radiateurs électriques mais comme tout ça, les charges sont prises sur le collectif. C'est la collectivité en fait qui prend ces charges-là. Donc de fait, il est important pour nous de les responsabiliser sur ce sujet-là. Alors, je ne le dirai peut-être pas, donc je vais mentionner un baromètre de satisfaction, je crois qu'il existe chaque année chez vous, celui de 2022, comme les autres d'ailleurs, est très, très positif. C'est pour vous un outil, j'imagine, d'amélioration justement de l'offre, y compris de l'offre de service, pour bien connaître leurs attentes. Taux de satisfaction, 90%. Dis donc, c'est un sacré score. Oui, alors ce n'est pas une surprise, même si ma responsabilité de président est encore un peu récente, elle n'a pas un an, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Je visite tous les établissements, les uns après les autres. J'ai bientôt fini ma tournée. Je me rends compte de la qualité et de l'engagement des équipes. Donc je ne suis pas surpris du niveau de satisfaction qu'expriment les jeunes. Ce qui est peut-être encore plus fort, c'est que ce taux se maintient. C'est-à-dire que c'est la 3e année consécutive. En effet, on avait à peu près les mêmes chiffres en 21. On avait même un 91 il y a 2 ans, le moment du Covid, donc qui reflète en fait le ressenti vécu par les jeunes et qui répondent. On les contraint pas. Ils sont tout à fait libres de répondre. Donc ce niveau qu'on reflète ce qui était vraiment dans l'ADN de l'association depuis presque toujours, c'est cet engagement autour de l'accompagnement des jeunes. Avec, oui, c'est ça, l'accueil. On note plusieurs critères, bien sûr. L'accueil, qui dans l'ensemble recueille effectivement beaucoup d'avis favorables. La qualité du logement, quand même. Ça compte aussi. Ce sont quoi, des studios en général? Oui. Il y a ça, studios individuels? Ils sont individuels, absolument. Il y a quelques espaces communs, mais ils peuvent vivre chez eux avec le coin, kitchenette, tout ce qui concerne, bien sûr, la toilette, et puis on s'occupe d'eux également pour on a un service de blanchisserie, on leur livre des draps propres de façon régulière. Et le 3e critère, c'est effectivement, on en a parlé, l'accompagnement, donc des profils sociaux, on l'a dit, plutôt modestes. Combien de temps en moyenne reste-t-il? Là aussi, il y a de grandes différences selon les profils, selon que ce soit des jeunes étudiants ou des jeunes travailleurs. Oui, alors la durée moyenne oscille entre on va dire entre 18 et 30 mois, quoi. Donc, si on dit 2 ans, on n'est pas loin de la vérité. Et ça, c'est un élément qui moi m'a frappé, puisque venant des HLM avec des taux de rotation dans le parc, notamment en métropole, qui sont relativement faibles, dans l'ordre de 5%. Là, on est sur des taux qui avoisinent les 50%. Donc avec, notamment dans les foyers de jeunes travailleurs, des délais de préavis de 8 jours. Donc c'est un
un élément très sensible de la gestion et la réactivité, donc l'accompagnement oui, mais également la réactivité, puisqu'on doit être capable non seulement de s'occuper des jeunes tant qu'ils sont là, mais également de préparer leur départ. Et dans l'accompagnement, oui, c'est un point également essentiel à la LJT, c'est que lorsqu'un jeune arrive, non seulement on lui offre son logement et des services, mais on ouvre également un dossier qui est celui de son départ. Non pas qu'on ne veut pas le garder, mais comme la durée, je dis, moyenne est environ 2 ans, il faut tout ce temps-là pour le préparer à trouver un logement pérenne. Et quand on regarde ce qui se passe là depuis quelques années, en termes de résultats, on est sur les 2/3 des sortants trouvent un logement pérenne à la sortie des établissements de la LJT. Oui. Donc on est à la fois très fiers de réussir ce résultat-là, puis en même temps au creux on se dit bah oui mais il y en a un tiers pour lesquels on n'y arrive pas. Alors bon ils sont et pas. Alors justement oui, parce qu'on a parlé du taux de satisfaction pour les jeunes que vous accueillez, sans oublier bien sûr leurs difficultés financières, mais je voudrais revenir sur un rapport parlementaire qui a été publié en décembre 21, donc avant votre arrivée à la LJT, mais que vous connaissez sans doute, qui fait effectivement état d'une situation d'urgence, et même il parle d'urgence absolue pour le logement et la précarité des étudiants, des apprentis, des jeunes actifs. Tout le monde est cité, avec des propositions, peut-être que vous en avez retenu quelques-unes, qui ont été faites par les rapporteurs, parmi lesquels, j'en cite qu'on peut commenter ensemble, la mobilisation du foncier par les collectivités locales, ou bien l'autonomisation des universités, plusieurs propositions comme ça qui peuvent vraiment bien modifier les choses, ou encore peut-être d'ouvrir au Crous une faculté pour rentrer davantage au capital des sociétés d'économie mixte, par exemple. Qu'est-ce que vous retenez de ces propositions et de cette situation qui ne nous a pas surpris, compte tenu de tout ce qu'on a dit? Oui, alors les propositions, elles ont leur bon sens. Celles qui concernent le foncier, en fait, se heurtent à la même difficulté que nous rencontrons pour construire du logement tout court, je dirais, du logement social en particulier, mais pour les établissements et pour les jeunes, c'est un peu la même chose. Donc c'est du bon sens, mais la difficulté reste. Moi j'ai retenu sur ces 20 propositions, mais plutôt les premières qui sont énumérées, qui concernent par exemple le fait de supprimer la carence d'1 mois en début de période de l'APL, pour permettre aux jeunes d'avoir un minimum pour pouvoir faire face, je dirais, non seulement au loyer, mais aussi à leur budget pour pouvoir démarrer. Et j'irais même jusqu'à demander en fait que leurs ressources soient forfaitisées, de manière à ce qu'ils puissent avoir sur la période de leur hébergement, qu'ils puissent avoir une forme de certitude contenue sur leur budget. Voilà, ça c'est un point. Il y en a une autre qui concerne la garantie visale, donc un élargissement de la garantie, notamment avec une élévation des plafonds de cette garantie, ce qui permettrait, j'aurais un plus grand nombre de pouvoir avoir cette assurance. Alors c'est jamais qu'une garantie, mais c'est important pour eux. Et puis j'avais également noté peut-être dans les politiques locales de réserver officiellement, je dirais, une place pour les jeunes. Donc c'est le cas des commissions intercommunales d'attribution. Vous voulez dire une section indépendante, par exemple, si on parle de logement en général, oui. Vous souhaiteriez qu'on ait logement des jeunes, que ce soit qu'il y ait un suivi, alors un chapitre, mais aussi un suivi qui soit vraiment dédié aux jeunes et à leur logement. Mais que ce soit également, alors pour que ce soit efficace, il faudrait que ce soit de façon claire, exprimé dans les PLH, et aussi dans les PDLH, enfin pour les publics les plus démunis, je ne sais plus, parce qu'ils rajoutent tous les ans une lettre en plus. Voilà, les plans départementaux pour les populations, les publics démunis. Voilà, là aussi, qu'il y ait une catégorie jeune qui soit bien identifiée, avec une transparence et un suivi et un rendu compte de ces logements-là. Si l'on vous entend bien, Pascal Van Letten, vous ne considérez pas qu'il y a réellement une politique des jeunes, enfin une politique du logement en direction des jeunes en France, en tant que telle?
c'est une question compliquée. Voilà, je dirais qu'il y a des politiques de filière. Voilà, on a les FJT qu'on évoquait tout à l'heure, dont l'origine remonte quand même à quelques décennies. Plus récemment, on a créé donc ces fameuses résidences sociales pour jeunes actifs, les résidences pour étudiants, et chaque produit est plus ou moins amélioré, je dirais. Mais il n'y a pas véritablement de politique autour des jeunes qui prennent en considération un peu ce qu'on disait en introduction, leur situation, ce phénomène de transition entre une vie d'avant et la vie d'après, avec toutes les difficultés qui sont les leurs, notamment au niveau de la précarité, quoi. Encore récemment, c'est un chiffre qui est sorti aujourd'hui, je crois, un rapport sur la situation, même l'état psychologique. Beaucoup de jeunes sont dans un état de dépression suite au Covid 2020, mais une situation qui semble durer. Donc peut-être qu'il faut aussi en tenir compte dans tous ces services qui leur sont proposés. Il n'y a pas que les jeunes, mais les jeunes n'y échappent pas. Pas que les jeunes, mais les jeunes n'y échappent pas, et c'est dans ce rapport qui est sorti là, ces jours-ci. Prenons peut-être d'autres exemples d'accompagnement. Comment financez-vous d'ailleurs tous ces services que vous offrez aux jeunes? Vous les intégrez au loyer? Alors il y a une grande partie qui est intégrée au loyer, donc on leur rappelle ce que l'on définit comme une redevance, qui prend en compte à la fois la partie loyer, c'est-à-dire la charge correspondant à l'immobilisation de la construction de l'immeuble, enfin de leur logement, et puis il y a une forfaitisation des charges qui est ajoutée. Qui est ajouté. La redevance est loyer plus les charges, mais c'est un forfait de charges qui est ajouté. Alors, il est un petit peu différent selon que l'on parle des foyers de jeunes travailleurs ou des jeunes actifs, et puis des étudiants. Les étudiants, alors c'est aussi un forfait de charges, mais qui est calculé sur la base d'un constat réel. Donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait les mêmes loyers, c'est pas les mêmes financements. En gros, le loyer étudiant qui est financé avec du PLS est à peu près, la redevance est à peu près au double de la redevance d'un foyer de jeunes travailleurs, quoi. Voilà. Et comment allez-vous intégrer l'augmentation du niveau de la vie, l'inflation et le reste? On a des évolutions. Alors, c'est une très bonne question que je me permettrai de couper en deux, si vous voulez bien. Sur la partie, que tout le monde se pose, pas seulement chez vous. Mais... Voilà, sur la partie loyer, donc on a l'indice, le 3,6%, le fameux 3,6 que l'on applique, puisqu'il nous faut aussi pouvoir garantir nos propres moyens d'agir. Et puis il y a un autre sujet, alors là, qui vient nous frapper de plein fouet et qui vient révéler en fait une certaine limite au système, c'est celui de la forfaitisation des charges. Donc quand on est dans une période de continuité, où les fluctuations sont relativement régulières, faibles, j'allais dire qu'elles se ressentent forcément, mais bon, elles sont relativement faibles. Donc il y a une continuité, et finalement, il n'y a pas de souci, c'est une bonne formule. Là où on est plus en difficulté, c'est quand on se retrouve comme ce que l'on est en train de vivre. Hein. Donc on était protégés, nous, à la LJT, là, sur un contrat de fourniture d'énergie jusqu'au 31 décembre. Il nous a fallu négocier, parce qu'il n'était pas question de laisser les jeunes sans énergie dans leur logement. Et donc, le prix du gaz a été multiplié par 8 et le prix de l'électricité par 10. Et aujourd'hui, le système fait que, en fait, les jeunes vont payer la même chose, puisqu'ils sont protégés par cette... bien sûr. Alors, il n'est pas non plus question de dire, nous ne sommes que des passeurs de plats, et finalement, puisque c'est pas nous qui consommons, il est logique que le consommateur paye. Ça reviendrait en fait à augmenter de l'ordre de 50 à 60 euros la redevance mensuelle pour les jeunes. Ce qui est beaucoup pour eux, bien sûr. Non, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas envisageable. Et puis sur un plan de la solidarité nationale, on pourrait là aussi en discuter assez longtemps. Ça ne nous paraît pas la bonne formule. En tous les cas, ce qui est la réalité, c'est que ces charges-là donc sont portées par les associations. Donc en l'occurrence pour la LJT en ce qui nous concerne, et que cette
ce portage sur l'année 2023 va nous entraîner un exercice négatif, mais fortement négatif. On a un surcoût de charges de l'ordre de 6 millions qui va nous entraîner dans une perte. Je trouve que c'est ça probablement la première fois depuis l'histoire. Voilà. Donc le conseil d'administration a décidé de maintenir les efforts et de considérer que on avait suffisamment de réserves en 2023 pour pouvoir faire face à ce coup-là, mais il faut qu'on travaille avec les pouvoirs publics sur les impacts de bouclier tarifaire, peut-être même travailler pour qu'on ait des aides suffisantes pour limiter cette perte, voire l'effacer complètement. Donc, on y travaille, pas tout seul, il y a tous les réseaux sont actifs sur le sujet, mais là on a un vrai problème. Et oui, bien sûr. Lié à ce sujet. Et quand je dis on, c'est toute la profession, tout le monde associatif qui se retrouve dans cette situation. Et oui, qui va suivre de près cette augmentation, cette stabilisation qu'on peut espérer de la montée des prix. L'APL, justement, couvre quel pourcentage là, sur le total de la redevance dont vous parliez ? L'APL sur les FJT, alors elle est limitée à 350 € sur un loyer qui est de l'ordre entre 400, 450. Je vous donne des valeurs moyennes, parce que c'est un peu compliqué. Ça dépend du type de logement, ça dépend de la situation géographique. Donc on peut pas donner trop de chiffres, on s'y perdrait, mais voilà. Et cet écart, en fait, pour les populations démunies, doit être pris en charge par les départements. Pour effacer cette insuffisance quelque part d'APL dans la couverture de la redevance. Voilà. Alors on va rentrer un petit peu, je ne sais pas sur quel point vous souhaitez surtout insister, vous. Attendez, si je vous pose la question, quelle est pour vous l'actualité ? Alors bien sûr, c'en est une sacrément importante dont on vient de parler, mais l'actualité pour vous du logement social des jeunes, depuis que vous êtes arrivé, là, vos premières observations avant d'entrer dans le détail du financement, de la construction. En arrivant, quelles seraient vos premières remarques après quelques mois comme cela ? Déjà, je suis satisfait de la qualité du service qui est apporté aux jeunes et de la qualité du bâti. C'est-à-dire que de toutes les visites que j'ai pu faire, je m'aperçois qu'on s'occupe bien du bâti et que les conditions d'habitat... De l'entretien, vous voulez dire oui. Voilà, les conditions sont bonnes. Ce qui ne va pas, c'est l'insuffisance d'offres. Et donc, il nous appartient, et on est un peu leader sur le marché, quand je dis un peu, c'est même pas qu'un peu, on est leader sur le marché en Ile-de-France du logement des jeunes travailleurs, et donc ce que j'exprime au sein du conseil d'administration, mais auprès des équipes et de l'encadrement, c'est la nécessité pour nous de contribuer à la construction et au développement de l'offre de logement dans tout, alors pour le coup, en tous les domaines. On a parlé des étudiants tout à l'heure, mais aussi pour les travailleurs et les jeunes actifs. Donc ça, c'est un point essentiel. Il nous faut absolument apporter des réponses supplémentaires pour pouvoir couvrir davantage de demandes. Je vais vous donner juste un chiffre. Enfin, j'en ai déjà donné quelques-uns. On a, en 2022, enregistré sur la plateforme interne, la plateforme de demande de logement, 60 000 demandes. Rien qu'au niveau de la LJT. Nous avons pu en servir que 4 000. Oh là. Vous voyez un peu la pression. Ouais. Voilà. Donc on est vraiment, tout à l'heure je vous donnais quelques éléments sur les logements étudiants, il faut construire à grande échelle. Quoi. Bien sûr, et 60 000 demandes, ce n'est même pas des listes d'attente, car ce sont des périodes courtes. Oui, donc les gens qui vous demandent un logement, dans 2 ans après, ça sera trop tard pour eux. Ouais. Enfin, c'est une pression supplémentaire. Je pense. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette remarque, puisqu'elle elle marque un paradoxe par rapport au logement social. On pourrait dire, finalement, ce sont des citoyens comme les autres, et s'ils ont besoin de logement social. Sauf que les demandes des jeunes, notamment, enfin les études, pas que les étudiants, les gens des jeunes, qui sont touchés par l'hypermobilité. Ils doivent bouger pour l'emploi, elle n'est pas compatible avec les délais d'attente des logements sociaux. Là. D'abord, ils demandent des petits logements qui sont pas les plus nombreux dans le parc HLM. Et puis la rotation interne du parc ne permet pas d'offrir ces logements-là. Voilà.
Et troisième point que je dirais, notamment dans le domaine des jeunes travailleurs, c'est que la résidence est particulièrement bien adaptée, notamment dans le cadre des services d'accompagnement qu'on évoquait tout à l'heure. Il est plus facile ou moins compliqué de pouvoir développer ou de s'engager auprès de l'accompagnement dans une population qui vit sur un même lieu, plutôt que de toucher des personnes qui vivent dans un parc diffus. Voilà. Donc là, on apporte des éléments positifs et favorables à la construction de résidences qui sont adaptées autour des trois natures qu'on évoquait ensemble tout à l'heure. Si l'on reprend ce que vous nous disiez tout à l'heure, Pascal Van Lethem, ce chiffre tout à fait impressionnant, de 60 000 demandes pour 4 000 logements pourvus, situation qu'on peut retrouver dans d'autres populations du logement social, bien sûr, mais est-ce qu'on peut faire davantage le lien à ce moment-là entre la collectivité qui peut aider à trouver des emplois autour d'elle, les entreprises éventuellement, et les jeunes travailleurs qui viennent s'installer dans cette région? C'est possible de faire ce lien-là, et quelle est votre place? Alors déjà, pour beaucoup, les jeunes travailleurs qui arrivent chez nous sont titulaires soit d'un contrat de travail, soit d'un contrat d'apprentissage. Voilà. Donc souhaitent être le plus près possible de leur travail. Absolument, mais c'est pour se rapprocher qu'ils viennent chez nous, bien sûr. Après, dans l'accompagnement, on a toute une approche avec eux pour les aider dans la recherche d'un emploi, s'ils veulent changer ou trouver une situation pérenne, puisque là, ils sont souvent titulaires d'un contrat à durée déterminée ou un contrat d'apprentissage qui est bien évidemment à une échéance. La collectivité, elle est assez peu pourvoyeuse de solutions d'emploi, il faut le reconnaître. En revanche, on a un partenaire qui intervient dans le logement social, c'est Action Logement. Et Action Logement, sa vocation, c'est de rapprocher l'emploi du logement, et donc il est réservataire d'un certain nombre de logements, et on est en relation avec eux dans ce cadre-là. Oui, vous connaissez bien Action Logement, on l'a dit, vous y aviez travaillé, on va y revenir peut-être d'ailleurs sur la question de la construction. Auparavant, sur ce chiffre, quand même, cette explosion de la demande de logement des jeunes en Île-de-France, un restaurant en Île-de-France, on les connaissait quand même, les données démographiques, cette poussée démographique. Comment expliquez-vous que les pouvoirs publics n'aient pas davantage anticipé cette explosion de la demande? Je le disais un peu en introduction tout à l'heure, en fait, les jeunes n'étaient pas suffisamment visibles. Non, pas un sujet en soi, quoi. N'était pas forcément un sujet en soi. Il y a d'ailleurs eu, en 2015, une mesure qui a complexifié la construction, le développement d'établissements pour jeunes travailleurs. La procédure d'appel à projet a été imposée. Elle est longue. Voilà. Et puis il y avait une forme de doctrine qui mettait en avant le fait qu'une résidence sociale pour jeunes, finalement, c'était pas forcément adapté, ces résidences sociales devaient être ouvertes à tout un tas de populations, des populations migrantes, des personnes âgées ou autres. Voilà, donc du coup, il a fallu un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui s'appelle aujourd'hui Inspection et non plus Conseil, et qui a fait un travail remarquable sur les foyers de jeunes travailleurs et qui reconnaît l'utilité sociale. Moi, j'invite vraiment tout le monde à lire ce rapport qui est particulièrement bien rédigé. Et plein d'informations et de statistiques tout à fait intéressantes, et qui met vraiment en évidence le besoin et qui encourage le développement de ces foyers-là. Donc s'il y a eu peut-être une sous-évaluation du besoin et de la traduction dans la construction d'offres pendant une période, aujourd'hui c'est plus le cas, et donc il nous faut rattraper ce retard pour pouvoir répondre au plus possible de demandes. Avec des impératifs, bien sûr, construire moins cher, ce qui est le défi pour tous les constructeurs aujourd'hui, que ce soit privé ou dans le logement social, et construire donc, pour ce qui vous concerne, davantage en direction des jeunes. On ne va pas revenir aux années 50 ou 60, personne n'y croit plus, mais jusqu'où peut aller l'intervention de l'État, de votre point de vue? Comment articuler En termes de financement,
Là, oui, on parle de la construction pour l'instant et d'aide. Alors déjà, il y a deux formes d'intervention publique. Il y a les aides au logement, et ça, faut surtout pas y toucher parce que là, c'est ce qui tient un peu le système. Donc là, on créerait des situations, je pense, extrêmement graves si c'était le cas. Donc je vais plutôt parler de l'aide à la pierre, qui oui, j'aurais tendance aussi, fort de mon expérience de ces 4 décennies précédentes, oui, il n'y aura pas de retour en arrière, c'est à peu près certain. Et donc il faut réfléchir. D'abord, faut quand même qu'il y ait un petit peu d'aide. Faut pas continuer à les diminuer. Il y en a encore un peu. Il faut les garder. Mais il faut on est plutôt travailler dans un contexte de réduction des aides. Oui, mais enfin, il y a tout ce qui est sur le financement des PLAI, par exemple, qui sont le financement pour les foyers de jeunes travailleurs. Bon, il faut les maintenir, parce que sinon, on va avoir vraiment des problèmes. Alors, comment travailler sans l'aide ou avec une aide moindre de l'État, tout en veillant à se préserver d'augmentation de redevances, qui pour les jeunes ne serait pas supportable. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver. Alors, agir sur la construction, les coûts de construction, avec les prix des matériaux, c'est un peu compliqué, mais il faut, je pense, se consacrer à réduire le coût du foncier, donc qui représente bien sûr une part d'autant plus importante que le projet se situe dans une zone centrale. Ça, on connaît bien ce phénomène. Alors, il y a plusieurs systèmes. On a connu une époque, les communes notamment avaient un recours assez fréquent au baux amphithéotique ou au baux à construction. Donc, écoutez, voilà, faut pas oublier ces sujets-là. On a aujourd'hui la possibilité, on parlait d'Action Logement tout à l'heure, qui a développé un véhicule particulier qui s'appelle la FTI, la foncière de transformation immobilière, dont l'origine tournait plutôt autour des transformations des bureaux, mais qui aujourd'hui va travailler un peu plus largement, qui reste nu propriétaire des biens et qui cède un usufruit plus ou moins long sur un bailleur social qui lui-même se retourne vers nous pour reprendre. Donc cette méthode permet de réduire le coût de l'usufruit et donc du coup de pouvoir maîtriser le prix de la redevance, puisqu'on travaille avec les bailleurs sur une redevance d'équilibre. Donc on est vraiment, je dirais, à l'euro sur le coût, la charge financière liée à leur construction, de leur propre actif, qui est portée par les associations comme la LJT, et c'est ça qui détermine en fait le niveau de redevance. Donc Pardon. Non, que j'en prie, poursuivre. Non, j'allais dire, ça peut être applicable, par exemple, pour le logement des jeunes. Vous êtes plutôt partant pour une solution de ce type. Et vous pensez que l'État peut vous suivre là-dessus ? Ah oui, bien sûr. Ils ne sont pas réticents sur ce type de mécanisme. L'État, oui, il faudra peut-être les convaincre. On avait imaginé à une époque aussi d'utiliser le démembrement C'est-à-dire ? Dès lors que l'intervention publique est moindre, il faut un petit peu se tourner vers le privé pour voir comment on peut travailler avec eux. Le démembrement, c'est simple. Au lieu d'avoir un propriétaire, une propriété, il y a deux propriétaires. Il y a le nu propriétaire et puis il y a l'usufruitier. Et donc l'usufruit, alors ça dépend aussi des lieux, mais en gros on est entre un tiers et 50% du coût du foncier pour une période réduite. Donc l'État qu'on avait trouvé pour essayer de développer avec eux, c'était plutôt destiné à des populations en insertion. Mais les jeunes peuvent tout à fait trouver leur place dans ce cadre-là. Et au bout de la période, en fait, le bien est rendu au propriétaire du foncier. Exactement, voilà. Donc, mais si on développe avec un volume suffisamment important et qui a un caractère courant récurrent, eh bien, ça peut devenir un moyen supplémentaire. Ça ne remplacera pas le financement. Je suis pas en train j'ai pas trouvé l'alpha et l'oméga là, mais ça peut permettre de pouvoir réaliser plusieurs milliers de logements
sur une période qui aura une durée de l'ordre d'entre 15 et 20 ans, mais qui permettra pendant cette période-là d'apporter des réponses à ces sujets-là. Il y a un autre point là aussi qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est que la loi Elan a prévu dans son article 107 qu'il était possible désormais de pouvoir dédier tout ou partie d'une réalisation à des jeunes. Donc c'est... Là, il faut le noter. Tout à l'heure, on disait l'État... Ah oui, c'est ça, qui donnait même des logements exclusifs pour les jeunes, qui est réservé, absolument. En fait. Qui est réservé du logement, oui, je vois ce voilà, point-là. tout à l'heure, on était un peu sévère en disant qu'ils 2019, non, c'est une avaient, exactement, oui. Ils n'avaient pas bien vu le... Enfin, oui, c'est ça. C'est un décret de 2019 qui entérine cette disposition. On manque un petit peu de recul là pour bien mesurer l'impact et de voir si ça peut se développer sur un périmètre suffisamment important pour ne pas être qu'anecdotique, quoi. Voilà. En tout état de cause, on retient que vous ne souhaitez pas augmenter la part qui serait dévolue aux jeunes, aux étudiants, qu'ils soient jeunes actifs ou non. Enfin, c'est pas chez eux qu'il faut aller chercher l'augmentation. Non, parce que ça fragiliserait tout le système. Enfin, ça oui, mais là, pour le coup, on serait à côté de la plaque. Et notre enjeu, c'est d'ailleurs le slogan de la LJT, c'est d'être un tremplin pour votre avenir, enfin pour leur avenir en l'occurrence. Et donc, c'est pas de les noyer sous une redevance qui serait insupportable. D'autres solutions qui tiennent plus à l'ordre au niveau de la vie sociale. On parle beaucoup d'intergénérationnel, Pascal Van Lethem. Alors, vous n'en êtes pas encore là pour la LJT. Je ne sais pas si ça fait partie d'éventuels projets. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Ça existe dans le logement social, ça existe même dans des résidences privées aujourd'hui. Ça semble plaire beaucoup. Vous êtes convaincu ou pas plus que ça ? Ce serait aussi une solution même financière, en fait. Alors ça plaît beaucoup parce qu'elle sous-entend une mixité dans un même lieu. Moins d'isolement aussi pour les uns et les autres. Et ça c'est alors il y a un peu de théorie. Après il faut l'accompagner. Ça fonctionne dès lors que il y a une forme d'animation sur le site. Donc il y a un petit coût lié à l'animation. C'est un produit qui plaît beaucoup aux élus, parce que ça permet de ne pas stigmatiser certaines populations sur certains lieux. Ça fonctionne plutôt bien. On n'a pas encore, côté LJT, développé explorer cette possibilité, ce type de service. Non, le logement pour les personnes âgées a pris un petit peu d'avance, voilà, il y a un vrai service particulier, mais ça pourrait tout à fait être adapté et développé, et peut-être aussi dans le cadre de cet article 107 qu'on évoquait tout à l'heure, avoir sa place tout à fait efficace dans le cadre d'une résidence intergénérationnelle. Mais c'est un produit... C'est une piste, comme on dit. Ouais. C'est plus qu'une piste, parce qu'il y a déjà il y a déjà des réalisations, et la mixité est un vecteur de succès et d'insertion. Et donc il faut encourager ce type de projet. Autre possibilité, des colocations qui seraient organisées dans le cadre du logement social, installer des jeunes ensemble. Oui, alors les colocations, ça c'est assez pratique, surtout quand on dispose de grands logements. Comme un jeune ne peut pas se payer un grand logement, en fait on peut diviser, avoir des lieux de vie qui soient bien partagés, ne serait-ce qu'une chambre, avoir des lieux comme la cuisine qui sont partagés, le séjour. Alors ça c'est assez compliqué à faire vivre. Parce que les jeunes aiment bien adouber leurs colocataires, mais leur vie n'est pas liée. C'est-à-dire que d'abord, ils ne sont pas solidaires les uns des autres, de manière à ce que sinon ce serait un peu difficile à gérer, voire même carrément ingérable. En revanche, il y a des départs et des arrivées qui viennent un peu perturber la vie de la colocation. Et vu du gestionnaire HLM que j'ai bien connu pendant assez longtemps, c'est des systèmes qui sont complexes à faire vivre. Voilà. Pas si simple que ça. On a parlé au tout début, Pascal Van Lethem, d'élargissement peut-être de la vocation de la LJT aux familles monoparentales.
Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, dans quelle proportion et... Oui, alors c'est une volonté qui a été marquée par le conseil d'administration il y a maintenant quelques années, de pouvoir dédier des logements, les plus grands logements ou les 2 pièces, de pouvoir les proposer aux familles monoparentales. Donc ça a été un peu une révolution pour les équipes à l'époque. C'est totalement rentré dans les mœurs aujourd'hui et ça marche très très bien. Mais on parle de familles jeunes ou ça peut être par exemple une femme seule avec des enfants d'un autre âge. Quand on parle de monoparental, ce n'est pas forcément des populations jeunes ou étudiantes ou jeunes actifs. Non, pas forcément. C'est élargi beaucoup plus Oui, que ça, d'accord. Oui, mais enfin bon, c'est généralement quand même c'est souvent des mères seules, avec des enfants, donc elles sont jeunes. Une question qui pouvait se poser, c'est quelle cohabitation entre les jeunes enfants et les jeunes, ils bougent, ils peuvent pleurer, crier, déranger quelque part un peu, mais au contraire, ce que l'on observe, c'est que c'est un vecteur d'apaisement et d'animation de la résidence, quoi. Donc la LJT a commencé à développer les foyers, les logements pour familles monoparentales, je vous dis, il y a quelques années. Aujourd'hui, dans les livraisons, on prend soin de pouvoir avoir à disposition ces logements pour les familles monoparentales. Et on doit aujourd'hui, alors sur les 9000 et quelques logements, on doit avoir... je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais je ne sais plus si c'est 60 ou 80 logements qui sont destinés à ces populations-là, et on continue. C'est-à-dire que c'est une ouverture qui vous paraît... Une politique qui ne fait que se développer au sein de l'association. Peut-être plus facile à vous entendre que ce qui peut se passer dans l'intergénérationnel. Il semblerait, non? Je vous sentais plus réservé sur le contact, la cohabitation avec des personnes âgées? C'est pas ça, c'est que l'intergénérationnel, c'est plutôt le bailleur qui est au centre du dispositif. Sur les familles monoparentales, on est chez nous, je dirais, et c'est à nous où nous avons la main et on décide. Et donc c'est beaucoup plus simple de pouvoir décider soi-même et de prendre les mesures qui nous amènent à ce développement que j'évoquais. Alors pour conclure, Pascal Van Lethem, on arrive au bout de notre entretien. Quels sont les points, les actualités en ce moment chez vous, les points sur lesquels vous allez travailler dans les mois qui viennent, compte tenu de la situation socio-économique que nous avons décrite? Ça va tourner beaucoup autour de l'impact des prix de l'énergie, du travail que nous allons mener auprès de nos partenaires, et notamment de l'État et des fournisseurs d'énergie pour essayer de minimiser, je le disais tout à l'heure. C'est toujours être actif dans le domaine du développement, donc on est très présent auprès de nos partenaires bailleurs sociaux qui développent eux-mêmes des établissements, qui cherchent des gestionnaires et qui n'hésitent pas à venir vers la LJT. Me suis rendu compte à travers des inaugurations récentes que l'image, non seulement de nos partenaires, mais notamment des élus, était quand même très bonne, et notamment sur le fait que la LJT ne donne pas qu'un toit. Donc la partie accompagnement est vraiment centrale. S'il n'y avait qu'une chose à garder, je dirais, ce serait ça, et c'est vraiment ce qui nous motive. On est aussi en réflexion sur l'extension de nos produits. Il y a eu un travail il y a quelques années autour des besoins concernant les chercheurs. Ce travail était resté un peu en état. Il faut le ressortir de manière à ce qu'on puisse toujours avoir une activité la plus large, mais aussi en termes de réflexion. On ne veut pas se cantonner sur nos 3 produits, même si ça fait partie, je dirais, un peu... La réflexion voulait dire mieux connaître à la fois vos publics et mieux connaître l'état tout simplement de la société, telle qu'elle évolue, puisque tout ce que nous avons constaté là, quand même des évolutions assez significatives. Oui. Vous savez que sur les 300 salariés de la LJT, il y a 80 personnes qui sont qualifiées de travailleurs sociaux. Voilà. Donc ça vous donne à peu près la proportion de ce que nous consacrons au niveau de l'association à l'encadrement et l'accompagnement des jeunes. Et quand vous parlez de mixité, alors la mixité, dans ce mot. La mixité, c'est beaucoup de mixité de genre.
Ça aussi, je me suis rendu compte, si vous voulez, qu'il y avait une grande volonté. Et aujourd'hui, on doit être à 51% de population masculine et 49% de population féminine, avec toujours le souci de faire en sorte qu'il n'y ait pas de basculement. Donc beaucoup de veille quant à le basculement, quoi. Pas trop ni d'un côté ni de l'autre. Oui, voilà, que ce soit pas mono. Rappelez-nous, historiquement, c'était réservé aux garçons, non, aux hommes? Ou pas? Au tout début? Je sais pas, je vous colle, pardon. Ça, c'est une bonne question. C'est une question que je me pose, parce que comme l'association est ancienne, je ne le sais pas non plus. Non, je ne sais pas. En tout cas, là, vous assurez de la mixité, évidemment, dans les établissements. Absolument, oui. Et on y veille, voilà. Et d'ailleurs, c'est noté dans le cadre du rapport de l'inspection générale que j'évoquais tout à l'heure, qui a remis son rapport sur l'FJT, en disant que c'est à la main, en fait, des gestionnaires qui sont assez jaloux de ces prérogatives et qui comprennent toute l'importance et qui le gèrent, quoi. Et c'est le cas de la FJT, quoi. Bien sûr, puis c'est une demande, bien entendu, de vos pensionnaires, j'imagine. Oui. Ils le souhaitent tous. Oui, absolument. Eh bien, merci. C'est peut-être aussi pour ça que ça va contribuer à la note de 90% de satisfaction qu'on évoquait tout à l'heure. Sinon, la note baisserait, effectivement. Et j'en serais ravi. Bien, merci beaucoup. Merci, Pascal Van Lethem, pour toutes ces précisions et cet apport sur la LJT, à qui on souhaite longue route avec vous, puisque vous êtes, je l'ai dit, nouveau président depuis le printemps dernier seulement. Voilà. Et merci d'avoir ouvert cette fenêtre sur le logement des jeunes, qui est un combat nécessaire. Un gros sujet, nous l'avons compris. Merci. Merci et bonsoir à tous. Et rendez-vous pour un prochain Parole Libre, ce sera très bientôt.